vous avez fait plusieurs longs métrages avec, c'est toujours un personnage ou des personnages qui partent vers l'ailleurs, qui quittent leur terre natale ou leur foyer, que ce soit par choix ou non. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous ressentez aussi ce besoin-là de partir parce que vous êtes ici aujourd'hui au Québec? C'est une très bonne question, oui, oui. Alors, je suis très attachée à ma ville de Bruxelles et à ma belgitude, on va dire. Mais depuis toujours, j'ai eu besoin d'aller voir ailleurs, explorer ailleurs, comprendre comment le monde fonctionne ailleurs. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que mes projets m'y amenaient. Et c'est vrai qu'en plus, je racontais toujours quand même des portraits de femmes qui ont besoin d'aller trouver des réponses ailleurs. Dans le cas de mon premier long métrage, c'était un voyage forcé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon deuxième long métrage, c'était vraiment une quête, une recherche, une quête de soi vers le Japon. Et ici, Cap Farewell, c'est plus un retour chez soi en fait, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui sort de prison et qui veut retrouver sa place dans le monde. Donc c'est une quête, c'est un personnage féminin, mais il y a quand même ici plus une recherche de retrouver sa place dans le monde plutôt que d'aller le chercher ailleurs. Alors l'idée de Cap Farewell, c'est qu'il y a aussi cette question de l'horizon d'une vie meilleure en fait. Quand on parle de l'ailleurs, on parle peut-être d'une vie meilleure. Et c'est ce que le personnage de Tony recherche. À sa sortie de prison, elle voudrait vraiment trouver une façon de vivre équilibrée et qui s'inscrit dans le monde et s'affranchir d'un monde toxique et criminel en fait. Dans Cap Farewell, j'ai tout de suite vu dans les premières images une sorte de proximité avec les lieux que vous filmez, qui pour moi sont filmés avec tendresse, avec amour, comme si vous les connaissiez déjà avant. Est-ce que c'était le cas avant le tournage? Alors la mer du Nord, je la connais depuis toujours, puisque je suis née à Bruxelles, qui n'est pas très loin de la mer du Nord, et donc c'est là, c'est une destination très courue. On peut aller même pour passer la journée en mer du Nord. Et alors, ce que j'aime à la mer du Nord, c'est que c'est pas une beauté plastique, c'est une beauté un peu grise. C'est des tonalités de gris. C'est une plage, c'est pas un sable blanc, c'est pas une mer bleue, mais donc il y a pas un côté c'est pas exotique, c'est plutôt, c'est assez réel. Il y a une espèce de nostalgie que j'aime beaucoup et qui se prête bien à raconter une histoire, un drame en fait. Donc ce lieu-là, je le connais bien. Après, le milieu du port industriel, le milieu des containers, on parle beaucoup des trafics dans les ports industriels, surtout de nos jours et en Belgique particulièrement. Et donc ça, c'est un monde que j'ai découvert à travers le film. Et je trouvais que l'esthétique aussi du port, le côté l'acier, se donnait bien aussi à cette histoire comme décor et ce petit côté un peu film noir que j'avais envie de mettre dans le film, cette couleur un peu film noir que j'avais envie de donner à ce drame intimiste en fait. La caméra, je pense que c'était une Alexa, simplement une Alexa. Mais par contre, les objectifs, c'était des objectifs anamorphiques. Je pourrais plus vous dire le nom. Pardon, Hicham, s'il nous entend. Mais c'est à lui que je dois évidemment ce travail de l'image magnifique. Hicham Alaouié, c'est un très grand chef opérateur de chez nous, qui a vraiment le talent d'amener à la fois... En fait, on avait envie ensemble de faire un film qui soit très beau esthétiquement, tourné en scope, un petit peu à l'ancienne, presque, on pourrait dire aujourd'hui, puisque c'est un film où la beauté esthétique a de l'importance, mais à la fois qui soit proche des personnages, qui soit proche des émotions, qui soit pas que beau, qui soit aussi dans les enjeux relationnels. Et donc Hicham, il a énormément de talent pour ça. Donc, le compositeur de la musique de Cap Farewell est votre conjoint, Oui. Rui Salgado. Oui. Comment ça se passe quand on doit travailler avec son conjoint ou sa famille comme ça? Alors dans ce cas-ci, moi je n'y vois que des avantages en fait, parce que bon d'abord je l'ai pas choisi parce que c'est mon conjoint. Je l'ai choisi parce que je trouve que c'est un excellent compositeur et qu'il est très bon pour composer des thèmes. Il a un talent pour trouver des thèmes. Il a beaucoup fait ça pour d'autres projets, mais il l'avait jamais fait pour un long métrage et donc je trouvais que c'était un beau challenge pour lui et je pensais qu'il en était plus que capable. Et
En fait, ce qui est pas mal, c'est que c'est quand même un travail qu'il fait lui de son côté. Donc c'est pas non plus comme si on était tous les jours sur le plateau ensemble. Donc lui, il travaille vraiment. Il a beaucoup travaillé en amont déjà sur le scénario. En fait, il avait déjà composé des thèmes et il avait fait pas mal de petites maquettes sur base du scénario, ce qui nous a déjà permis de tourner avec déjà des musiques composées. Donc toutes les musiques qui sont dans le film sont des musiques composées par lui. Et puis, ce qui est vraiment un luxe, après, c'est en montage. On avait une trentaine de petites maquettes qu'on a pu essayer dans le film. Donc, on a pu, en montant déjà, essayer des musiques. Et en fonction de ce qui fonctionnait ou de ce qui ne fonctionnait pas, hop, lui, il recomposait des choses plus longues, plus précises, plus ceci, plus cela, plus collé à l'image. Et ça a permis vraiment de faire des allers-retours entre la salle de montage image et la musique. Donc ça a été vraiment intégré au processus de montage. Et ça, en fait, c'est un luxe parce que d'habitude, on n'a pas la possibilité. En général, le montage est déjà quasi terminé quand le compositeur entre en jeu et on utilise parfois des musiques temporaires et puis on s'y attache et puis il faut les changer. Et puis donc là, on n'a pas eu ce problème-là. On a pu vraiment travailler de façon très organique avec la musique. Et puis pour finalement arriver à des maquettes plus ou moins précises dans le film en fin de montage et après aller réenregistrer tous les morceaux avec les bons instruments en studio. Donc ça a été un processus très naturel et puis il y a aussi l'avantage que par exemple pour la scène dans la boîte de nuit, en fait on n'avait pas les droits pour utiliser une musique qui allait être trop chère. Et donc, littéralement, c'est un morceau qu'il a composé pendant le tournage. Le dimanche soir, la veille du tournage, il avait enregistré une maquette et j'ai chanté moi-même la voix dessus. Et donc, le lendemain, c'est ça qui est passé dans la boîte de nuit pour que les comédiens puissent danser dessus, quoi. Comme beaucoup de réalisateurs disent, c'est les restrictions budgétaires qui font que la créativité est encore plus... Exactement, oui. Et ça a été le cas c'est toujours le cas. En fait, quand on est limité au niveau des moyens, on est toujours limité au niveau des moyens, c'est presque devenu la norme. Il faut être créatif, donc il faut trouver des manières de... Par exemple, le phare, en fait, au départ, dans le scénario, c'était pas prévu que ce soit un phare. Ce qui était écrit dans le scénario, c'était un bunker. Un bunker sur la plage, il y en a pas mal du côté surtout côté de la frontière belge, côté français. Mais en fait, comme on allait plutôt tourner donc sur la côte de la mer du Nord, mais du côté de la frontière des Pays-Bas, puisqu'on allait tourner quelques jours aux Pays-Bas, tous nos décors étaient plutôt concentrés de ce côté-là de la frontière. Et donc, d'aller chercher des bunkers à l'autre bout, c'était logistiquement compliqué, ça allait nous faire perdre beaucoup de temps. Et il n'y avait pas de bunker, en fait, dans cette zone-là où on avait la plupart de nos autres décors. Et donc, on s'est un peu creusé la tête et à un moment, on s'est dit, mais pourquoi pas un phare ? Et puis, on est tombé sur ce phare-là, sur la côte hollandaise, qui est magnifique. Et tout à coup, ça a donné tout son sens au film. C'est comme si, en fait, les contraintes logistiques nous avait poussé à des opportunités qu'on n'avait même pas imaginées autrement. Et donc voilà, c'est comme ça que les choses arrivent. Et je pense qu'il faut pouvoir accueillir ça, il faut pouvoir en fait rester ouvert à ce que la contrainte réelle peut nous apporter et ne pas le vivre que comme de la frustration, mais essayer d'en faire des opportunités. Qu'est-ce qui a été le défi en fait, de ce film pour vous ? En fait, moi, à partir du moment où on est entré en production, tout s'est passé de manière hyper fluide. Ça a été un film qui s'est fait, l'équipe qui s'est créée. Il y a eu, en fait, du moment où on est rentré en préparation jusqu'à la fin de la post-production sonore et une fois que le film a été terminé, tout s'est passé vraiment de manière très naturelle et fluide. Ce qui a été très compliqué, c'est la phase d'écriture et de financement. Ça a mis énormément de temps. C'est un scénario qui a été mis au tiroir pendant un temps, que j'ai ressorti. Donc ce processus-là a été long, laborieux. Et puis, la sortie aussi, ça a mis énormément de temps avant de trouver les dates de sortie. Voilà, le circuit de sortie a été long à trouver aussi. Donc, tout ça, c'est de plus en plus long, de plus en plus compliqué. Mais faire le film, ça, c'est en fait ma part du job. Et ça va. Ça, c'est ce que j'aime faire. C'est ce qui est
Je dis pas que c'est facile. Voilà, il faut chaque jour chaque jour de tournage est une victoire quand on arrive à tourner les scènes qu'on veut. Il y a des petits défis tout le temps, mais au moins on est ensemble, on le gère en équipe avec les comédiens. Il y a une espèce de synergie qui se crée et qui est très belle. Et sur ce film-ci, qui a été très très belle. Est-ce que vous pourriez me donner 3 films qui sont importants pour vous en tant que spectatrice? Waouh, ça c'est une question à laquelle j'aurais voulu pouvoir me préparer, mais je vais essayer d'être spontanée. Il y en a beaucoup, bien sûr, il y en a énormément. Alors je vais vous parler de James Gray, qui est un réalisateur que j'aime énormément et dont son tout premier film Little Odessa m'a énormément marqué. Son film The Yard m'a énormément marqué et d'ailleurs il est une de mes inspirations et une de mes références pour ce film. Je vais vous parler de In the Mood for Love de Wong Kar-wai, qui a été aussi un film justement aussi au niveau musical. Le rythme, la chorégraphie, l'ambiance, le lien entre les personnages avec très très peu de dialogue. C'est un film qui m'a aussi énormément marqué. Et puis je vais vous parler aussi de La leçon de piano de Jane Campion, qui a été aussi un film fondateur pour moi. La Nouvelle-Zélande, les paysages, c'est ce personnage de femme. C'est aussi un film qui m'a énormément marqué. Oui, je pense que je vois le lien là. Dans le rythme aussi, là. Le rythme du montage peut-être aussi. Oui, sans doute. Alors, rien n'est fait consciemment. Hein. On fait les choses parce qu'on se met toujours au service du projet. Donc, mais peut-être qu'inconsciemment, il y a effectivement une forme une influence. Je pense qu'on est forcément toujours influencé par les choses qu'on voit, qu'on entend. Et donc, sans doute que ces films-là ont dû, d'une façon ou d'une autre, si pas influencer, en tout cas très fort inspiré ce film-ci.